Hello and welcome on Watches TV, and today we're going to focus on most probably the most fun timepiece of 2025 with the Rocabart de Rire from Hermès. And I truly find it so refreshing that such an esteemed house as Hermès has this rather unique sense of humor and derision. Okay, it remains a serious watch in terms of special cross and technique, but there is definitely something playful that seems to be appreciated by everyone. And talking about cross, well, we'll be a bit more specific about its horsehair marquetry, something for sure original and quite in tune with the history of Hermès. But first of all, where does this name come from? Rocabart de Rire, Rocabart c'est la couverture, hein. C'était des couvertures qui ont été faites justement avec ces couleurs et cette structure très lignée. Et c'était des couvertures qui étaient utilisées pour protéger les chevaux du froid. Et puis aussi, comme Hermès aime bien le faire, il y a ce côté fantaisie, c'est pour ça que nos clients ont adoré cette histoire. All right, let's discover all about it and why it is important for Hermès to use such crafts. Le dessin nous amène à la technique. C'est-à-dire en choisissant un dessin, on va se dire tiens, mais effectivement, on pourrait peut-être utiliser telle et telle technique. Parce que la forme du dessin, l'équilibre des lignes, les structures du dessin nous amènent à se dire bah, tiens, on va plutôt utiliser une technique plutôt qu'une autre. Comme c'est un dessin où il y a beaucoup d'aplats, par exemple, eh bien on va utiliser par contre une marqueterie de cuir. Ou si par exemple il y a beaucoup de détails, on va plutôt aller sur des miniatures. Tu vois, donc toi, c'est vraiment le dessin nous amène vers la technique, souvent. Et puis parfois, comme Rocabart de Rire, on avait des aplats de couleurs, on s'est dit bah tiens, on va pas faire de l'émail, mais on va plutôt essayer de trouver une autre technique, et puis on s'est finalement rapproché du crin, évidemment parce qu'il y a un côté équestre dans l'histoire de ce carré, et on a décidé d'essayer, parce que c'est souvent des paris. Voilà. Alors oui, les découvertes d'artisans, ça se fait parfois par hasard, parfois ça se fait lors de rencontres, de visites, d'expositions, parfois le bouche à oreille, fait qu'à un moment donné, tu trouves une technique qui n'est pas forcément, d'ailleurs, surtout ces dernières années, qui n'est pas forcément liée à l'histoire de l'horlogerie, qui n'est d'ailleurs pas forcément adaptée à l'horlogerie, tout simplement. Et c'est pour ça que ça demande, bien sûr, des essais, et puis aussi une adhésion de l'artisan, quoi. Le crin, c'était plutôt des gens qui travaillaient sur des coffrets, même sur des grands panneaux, et c'était pas du tout, disons, adapté à l'horlogerie. Et souvent, on les pousse un petit peu dans leur retranchement. Il y a aussi un côté très challenging pour eux, de pouvoir justement découvrir d'autres métiers, mais surtout d'autres supports. L'horlogerie, on travaille sur quelques centimètres carrés. Donc exprimer quelque chose de fort en émotion avec des techniques et des couleurs, c'est pas forcément toujours évident. Par rapport à l'horlogerie, on connaît la marqueterie utilisée avec de la paille, avec du bois, mais avec le crin, c'est quand même un peu plus original. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de quelles sont les spécificités liées à la marqueterie de crin? Alors déjà, la marqueterie de crin, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se faisait pas en marqueterie. On est sur une matière qui est complètement nouvelle dans le domaine, donc il y a vraiment tout un process de travail de la matière qui est très différent de ce qu'on fait en marqueterie de paille ou en marqueterie de bois. Donc il y a beaucoup d'étapes de préparation de la matière, de sélection, et après tout un travail sur le collage, la découpe du crin en soi. Donc c'est très très différent du savoir-faire traditionnel. On est un peu on fait vraiment un pas de côté par rapport à la marqueterie traditionnelle. Est-ce que vous nous expliquez au niveau justement de l'échange créatif qu'il y a entre les équipes de design et ce que vous pouvez proposer, un peu comment est-ce que ça fonctionne, le processus itératif, je dirais, qu'il doit y avoir entre les deux? Alors, il n'y a pas vraiment de manière fixe. Soit on va proposer des échantillons avec des nouvelles manières de mettre en forme la matière, avec des nouvelles couleurs. Et dans ce cas-là, les équipes ont de la matière en fait pour développer des nouvelles idées, ou alors il y a des sujets qui sont déjà décidés en amont et nous on vient vraiment étudier le sujet pour voir si c'est réalisable à échelle 1 avec la matière, voir si c'est applicable avec cette technique. Parce que le dessin, alors évidemment il
il a une histoire, il y a la fantaisie, il y a la drôlerie, l'espièglerie. Et c'est vrai que quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, bon, on va peut-être trouver une autre technique, une technique traditionnelle. J'aurais pu effectivement avoir cette couverture en émail. Mais l'émail était un peu froid, ça reste une couverture, en tout cas le fond. Hein. Je me suis dit, qui dit couverture dit aussi trame, dit aussi quelque chose d'un petit peu filaire. La couverture, c'est quelque chose d'assez lourd, quelque chose c'est pas quelque chose de précieux. Hein. C'est pour protéger d'ailleurs les chevaux, c'est pour ça qu'on les avait fait d'ailleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser le crin qu'on avait utilisé sur un projet précédent, qui était tout à fait différent en termes de style et en termes d'histoire. Mais je me suis dit, en plus, comme cette couverture a des lignes, plutôt une forme géométrique, je me dis, pourquoi pas essayer la technique du crin, évidemment liée à ce monde équestre. En lien vraiment avec le domaine horloger, on est généralement dans l'infiniment petit. Est-ce que ça vous impose des contraintes supplémentaires ? Oui, parce que forcément, on a des contraintes d'épaisseur qui sont très précises. Et donc, ça nous demande à chaque fois un petit temps d'adaptation pour réfléchir au mieux la construction du sujet, pour que ça rentre en fait dans ces contraintes-là. Et au niveau du résultat, est-ce que tu étais satisfait dès le départ ou est-ce qu'il y a eu un peu une évolution dans la manière de traiter finalement cet objet ? Il y a eu des itérations parce que là on était confrontés, alors je ne veux pas dire que la marqueterie de crin était quelque chose de plus facile que sur le projet précédent, mais on était confrontés à des problèmes de couleur. Donc il a fallu teinter le crin, parce qu'évidemment on le teinte pour des couleurs comme sur ce projet-là. Et la recherche des couleurs a été assez difficile, parce qu'évidemment c'est pas une recette de cuisine, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de doutes, hein, et puis de revenir en arrière, de refaire une couleur, de réessayer, de les mettre les unes à côté des autres pour arriver finalement à trouver le bon équilibre, parce qu'en plus le crin, comme c'est une matière naturelle, il a aussi une forme de brillance, il a une structure, donc automatiquement il réagit différemment en fonction des couleurs. Et est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer vraiment le processus complet, je dirais, de fabrication ? Alors on reçoit le crin donc brut. Dans un premier temps, on va le teinter s'il y a besoin de teinte. Ensuite, on va venir sélectionner la matière, donc vraiment choisir parmi tous les brins de crin lesquels on va garder, lesquels on va jeter. Puisque voilà, comme le cheveu, il y a beaucoup d'imperfections dans la matière. Donc on va garder vraiment les crins les plus jolis et les parties aussi colorées qui nous intéressent. Et ensuite, on va venir découper chaque crin un par un pour composer le motif. Et on va le coller un par un sur le cadran. Et au niveau de sa mise en couleur, quelles sont les possibilités dont vous disposez ? Alors elles sont quasiment infinies, puisqu'on vient vraiment travailler le crin presque comme un textile en réalisant des bains. Et donc on va pouvoir mélanger nos différents colorants pour à chaque fois trouver les couleurs les plus adaptées pour chaque projet. Au-delà justement de la marqueterie de crin, est-ce que tu peux nous parler peut-être des autres métiers et compétences qui sont impliqués dans cette pièce, tant d'un point de vue artistique que technique ? Il y a deux compétences qui sont intéressantes. Déjà, la gravure par elle-même du cheval, puisque c'est un cheval qui est une applique, hein, et en plus c'est une applique qui est peinte avec une miniature, avec une artiste qui est absolument extraordinaire, qui nous a fait ce dessin. Et puis, bien sûr, il fallait animer le rocabarderie, parce qu'évidemment, il faut qu'on en parle à un moment donné. Donc, quand on a vu ce dessin avec cette langue qui sortait disons, de la tête du cheval, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit, est-ce qu'on va arriver finalement à la faire rentrer, à la faire sortir ? Et ça, c'était le challenge, parce que c'est un challenge technique. Hein. On l'appelle animation mécanique, c'est pas du tout un automate, mais il a fallu tout un système dessous, justement, pour pouvoir faire rentrer et faire sortir cette langue d'une manière aisée, en appuyant justement sur un petit poussoir à l'extérieur de la boîte. Et ça, c'est véritablement un métier, c'est presque un métier un peu caché, parce qu'on ne le voit pas. Mais il y a effectivement un artisan qui a travaillé dessus et qui s'est un peu cassé la tête, justement, pour arriver au résultat. Quand on a choisi le dessin, on l'a choisi parce qu'évidemment, il était drôle et on voulait absolument l'utiliser.
Et au fur et à mesure des conversations, on s'est dit, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et on s'est dit, allez, on y va. On essaie de faire rentrer et sortir cette langue. Voilà. Mais c'était pas l'idée de départ. Ouais. On l'avait choisi au départ parce que, évidemment, il y avait une belle histoire autour de ce dessin qui était drôle. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens ont adoré cette montre. Parce qu'un cheval aussi, il peut être très drôle. Hein, quand vous connaissez un petit peu le monde équestre, il peut faire beaucoup de bêtises. Et d'ailleurs, il adore. Well, I hope you enjoyed this video, and this is definitely a very playful and interesting watch. And it's competing in this year's GPHG, so who knows if they're going to win in their category, meaning artistic crafts. Thanks for watching, see you real soon, and viva watchmaking!